Nous, à Naharia, par exemple, on est à l'ouest, donc en bord de mer. On est à 1h37. Le train est en voie d'électrification. Et normalement, d'ici un an, on sera plus qu'à 1 heure de train de Tel Aviv. Ce qui fait qu'on voit un amas de Tel Aviviens qui viennent acheter sur Naharia aujourd'hui parce qu'on devient plus ou moins une banlieue de Tel Aviv. Connaissez-vous la Galilée? La Galilée, le nord d'Israël, une région magnifique que peut-être vous ne connaissez pas encore. On a décidé de sortir un peu des sentiers battus et de vous présenter cette région magnifique grâce à un homme qui connaît Naharia et toute la région depuis son enfance. Il s'appelle Aryeh Betito. Il a été proyecteur à la mairie de Naharia. Il est aujourd'hui responsable de la région Nord pour le programme Lech Lecha. On est ravis de l'accueillir. Aryeh Betito, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, vous habitez Naharia depuis 7 ans. Tout à fait. Et vous êtes tombé amoureux, on va dire, de cette région. Mais en fait, c'est pas nouveau pour vous. Mon père est originaire de Naharia, effectivement, et j'ai découvert cet endroit-là à l'âge de 8 mois, la première fois où j'y suis arrivé. Et toute ma vie, j'y étais, toutes les vacances scolaires. Et donc, effectivement, je connais la région Nord comme ma poche. Et c'est une piqûre qui m'est restée depuis toujours parce que j'y ai vu une qualité de vie extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de la faire partager. Alors, les Français, on le sait en général, sont plutôt attirés par les grandes villes, mais avec le temps, avec la cherté de la vie, ils sont un petit peu contraints d'essayer de trouver de nouvelles options parce que les appartements sont chers. Alors, est-ce que le Nord peut être une solution valable? C'est une formidable opportunité. Moi, j'ai passé mon enfance et ma vie à essayer de pousser les gens à venir visiter, à dépasser la frontière nord qui était Netanya, puis Hadera, au-dessus de Haïfa. Les Français, malheureusement, n'accédaient pas et ne connaissent pas. Et j'ai toujours buté sur ça. Les gens me disaient, mais il n'y a rien là-bas, c'est le bout du monde, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de... Ce qui est faux, bien entendu. Alors, juste géographiquement, justement, pour qu'on situe un petit peu où se trouve Naharia et les environs par rapport à Tel Aviv, Netanya, des points de repère qu'on connaît. On va dire la Galilée. La Galilée, vous voyez le mont Carmel, donc Haïfa, le mont Carmel, on va dire que ça serait la frontière sud de la Galilée. Au-dessus de ça, donc de la mer jusqu'à l'est, jusqu'au Golan à peu près, c'est la Galilée. Donc il y a la Galilée Elion, enfin la Galilée du haut, la Galilée du bas et la Galilée de l'ouest. Nous, à Naharia, par exemple, on est à l'ouest, donc en bord de mer. Et donc, il y a une grande Galilée qui comprend ces trois Galilées-là. Et donc... Combien de temps de Tel Aviv, combien de temps de Netanya à peu près? On est aujourd'hui en train à 1h37 du centre de Tel Aviv, de porte à porte. Par rapport à Naharia, par exemple, on est à 1h37. Le train est en voie d'électrification. Aujourd'hui, la ligne est en voie d'électrification. Et normalement, d'ici un an, on sera plus qu'à 1 heure de train de Tel Aviv. Ce qui fait qu'on voit un amas de Tel Aviviens qui viennent acheter sur Naharia aujourd'hui parce qu'on devient plus ou moins une banlieue de Tel Aviv. Ok, Netanya. Netanya, aujourd'hui, c'est 1h40 avec un changement à Binyamina. On arrivera dans les 1h15, 1h20 très prochainement. Et Haïfa? Haïfa, c'est 40 minutes. Haïfa, c'est 40 minutes en train, dont 40 minutes, c'est rien pour aller travailler le matin. On monte dans son train, on est confortable, en sécurité, on peut se brancher et on va travailler sous la clim. Voilà. Ok, alors quand on parle de la Galilée, on va dire celle qui est proche de la mer, on va dire la capitale de la Galilée, on a compris, c'est Naharia. Tout à fait. Combien d'habitants? 85 000 habitants aujourd'hui. Moi, je l'ai connue dans ma jeunesse à 17 000 habitants. Donc, il faut comprendre ce que ça représente comme évolution. C'est une ville qui est complètement en restructuration. C'était à l'origine la première ville de villégiature en Israël, bien avant Eilat. Faut savoir qu'il y avait le Club Med à Arziv, qui est la plage mitoyenne de celle de Naharia. Donc vous imaginez bien la beauté de ces lieux, parce que le Club Med est connu pour choisir les plus belles plages au monde. Et on a effectivement la 3e plus belle plage d'Israël à Arziv. Malheureusement, après la première guerre du Liban, bien sûr, Naharia était une grosse ville touristique. Il y avait beaucoup d'hôtels, beaucoup de restaurants. Après la première guerre du Liban, dans les années 80, le tourisme, bien sûr, s'est arrêté et s'est déplacé en Israël vers Eilat. Donc voilà, Naharia a un petit peu végété comme ça. Et aujourd'hui, on est vraiment avec la nouvelle équipe municipale qui est là depuis 7 ans.
dans un renouveau complet de la ville, un rajeunissement, de nouveaux quartiers qui ont été construits, de nouveaux projets, de nouveaux programmes, une marina très prochainement avec un yacht club, 3 hôtels 5 étoiles en construction, une zone d'industrie, d'entreprise, de high-tech et de biotech. Donc des opportunités dans tous les domaines, que ce soit dans l'immobilier, dans le professionnel, il y a beaucoup à faire. Ça coûte combien un 4 pièces à Naria? Un 4 pièces aujourd'hui, je parle du neuf, des très belles prestations. On ne va pas regarder ce qui est moins luxueux, on va dire, mais les très belles prestations en centre-ville, à 3, 4 minutes, 5 minutes à pied de la mer. Un 4 pièces, il doit se négocier aujourd'hui aux alentours des 2,2 millions, 2,3 millions shekels pour 115 mètres carrés à peu près. On trouve un peu plus, un peu moins, selon qu'on est sur la mer ou un peu plus voilà. loin. Mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Ok, alors on parle de Naria, bien sûr, on a parlé un petit peu rapidement des transports. Il y a des opportunités de travail parce qu'on dit toujours que le Nord, c'est beau, c'est magnifique. Mais travailler, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le Nord en général. D'abord que c'est loin de tout, donc ce qui est faux. On l'a démontré au niveau des transports. On a les routes, on a les transports. Donc ça donne aussi l'accès au travail. Bien sûr que tout le monde ne travaille pas dans ces villes de la Galilée. On va souvent travailler à Haïfa ou dans des pôles, dans des zones d'activité qui sont dans la région. Mais il y a du travail. Je veux juste donner une petite phrase sympa qui va expliquer les choses. C'est que si à Naria, il y a 85 000 habitants, il n'y a quand même pas 85 000 chômeurs. Donc vous imaginez bien qu'il y a du travail pour tout le monde. Bien sûr que les gens font un peu de route pour travailler parfois, mais beaucoup travaillent dans la région. Il y a beaucoup d'industries. On a beaucoup d'industries de l'aéronautique, par exemple, qui sont très très fortes. Des boîtes comme Iscar, comme, je ne me rappelle plus du nom, mais une société qui fabrique des pièces pour l'aviation militaire et civile. On a du biotech. Non, Elbit, on a plusieurs structures de Elbit. On a Rafael, bien sûr. On a plusieurs structures de Rafael aussi dans la région. On a beaucoup de biotech. On a du high-tech qui commence à s'installer. Low-tech aussi? Ouais, on a un peu de low-tech, ça commence. Des usines? Ouais, des usines, ça, il y en a énormément, surtout dans l'agroalimentaire, effectivement, ou dans l'aviation, dans l'équipement aviation. Donc, il y a du travail, il y a des gens qui font leur carrière. Il faut comprendre une chose, c'est que, ok, on mettra peut-être un peu plus de temps à accéder à un bon job très bien payé qu'on l'aurait mis à Netanya, Ashdod ou à Tel Aviv. Par contre, il y a tout un tas d'avantages autour. C'est-à-dire que déjà, premièrement, le coût de la vie est moins cher, que ce soit les logements, mais que ce soit aussi les courses. Je connais beaucoup de gens de Tel Aviv qui font leurs courses à Naharia. Quand ils viennent visiter leur famille, ils en profitent pour remplir la voiture parce que c'est 30% moins cher, si ce n'est pas plus, qu'à Tel Aviv ou qu'ailleurs. Donc, il y a un coût de la vie qui est moins cher et puis aussi une qualité de vie qui est nettement supérieure. Qu'est-ce qu'on fait quand on sort du travail, par exemple ? On a tout à faire. Moi, mon kiff personnel, c'est d'aller me balader sur la Taillelette en bord de plage. On a 12 km de promenade aménagée où on peut faire du vélo. On a des appareils de sport tous les 300-400 mètres. On a des plages juste somptueuses. C'est-à-dire qu'on a des plages aménagées avec maître nageur. On a des plages sauvages, des petites criques. On se croirait parfois, et je le dis parce qu'on me le dit vraiment, on se croirait en Thaïlande. Il y a des moments où, avec une eau limpide, transparente. C'est juste extraordinaire. Et puis, à 10 minutes de Naharia, par exemple, quand on sort de la ville, on se retrouve dans la verdure. On a des chemins de randonnée extraordinaires à flanc de mont. On se croirait en Suisse. Une verdure foisonnante, des petits ruisseaux, des rivières. Moi, je fais du VTT, donc j'adore faire ça. On peut aller se balader à Akko, par exemple, qui est à quelques kilomètres de Naharia, avec sa vieille ville. C'est très typique, c'est très, très sympa. C'est une ville mixte qui est absolument extraordinaire. Vraiment, on ne manque pas de choses à faire. Au niveau de l'éducation aussi, c'est valable pour les francophones qui arrivent. Est-ce qu'il y a des programmes aussi pour aider les Français qui... Alors justement, il y a énormément de programmes. Il faut comprendre une chose, c'est que le gros des investissements que le pays réalise aujourd'hui pour développer Israël, le gros de ces investissements-là est fait en Galilée et dans le Negev. Ce sont les deux pôles importants d'investissement. Dans le Negev, l'État a investi sur le développement des industries d'armement. Dans la Galilée, il investit sur le développement des infrastructures, du high-tech et du biotech. Donc c'est là où maintenant... Et au niveau des écoles, donc de l'éducation. Justement, donc forcément, ça va avec. On crée des universités, on crée des écoles avec un niveau de plus en plus important. Moi, je connais des écoles dans la région de la Galilée où les enfants au primaire apprennent à fabriquer
fabriquer des drones, pour vous dire. Donc c'est juste impressionnant. Je sais que ma fille ira là-bas. Ah bah, j'imagine. Alors, on a parlé de la Galilée, donc de la capitale, la grosse ville, mais il y a beaucoup d'autres modes, on va dire, d'habitation. Il y a des moshavim, des kibbutzim, il y a des petites villes. On trouve vraiment un peu de tout en fonction de ce qu'on cherche. Il y en a pour tous les goûts, il y a des programmes pour tous les goûts. Effectivement, il y a plusieurs villes déjà installées dans lesquelles il y a tout. Et vraiment, je veux lutter contre ces idées reçues-là, qu'on manque de certaines choses dans le Nord. On a toutes les industries, tous les commerces, comme à Naharia, Mahalot, Carmiel, par exemple, Akko, qui est une ville mixte, mais c'est aussi une grande ville. Nof Hagalil. Nof Hagalil, bien sûr, qui est en développement, qui est vraiment en train de se développer plutôt pas mal. Et dans 2-3 ans, je pense que ça sera un bon spot pour les Français aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y aura plus d'infrastructures. Il y aura déjà une ligne directe de Métronite. C'est un genre de... c'est pas un tramway, c'est un genre de bus spécial qui ira directement à Haïfa en quelques minutes. Donc ça permettra l'accès au travail dans la région de Haïfa, qui sera intéressant. Donc c'est aussi un pôle intéressant. Mais à côté de ça, effectivement, on peut, pour ceux qui aiment la vie peut-être un peu plus nature, un peu plus roots, on a des options comme des moshavim, des ishuvim, qui sont des petits villages. Quoi, par exemple ? On peut parler de Kfar Vradim, qui est génial, parce que Kfar Vradim, c'est vraiment un mixte entre les deux. C'est en train de se développer comme une ville, mais à l'origine, c'est plutôt un ishuv. Un petit village. C'est un petit village, ça veut dire quoi en termes d'habitants ? Village, en termes d'habitants, c'est 5-6 000 personnes à peu près. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être un peu plus. Mais c'est un endroit très spécial où vraiment la population... Il faut regarder le type de population qu'on a dans le Nord. C'est ambiance très familiale, vraiment, très éduquée. Voilà, Kfar Vradim par excellence, il y a une population, il y a pas mal d'Américains, il y a pas mal de Canadiens, bien sûr des Israéliens évidemment, et ils ont mis l'accent sur l'éducation là-bas. Ils ont un système éducatif absolument extraordinaire. Ok, très vert, j'imagine. Très vert. On est en pleine verdure, on est plus à l'intérieur du pays. On a le choix, comme ça. Voilà, il y a un programme aujourd'hui, par exemple, à Shlomi. Il y a des programmes dans les kibbutzim qui sont près au nord d'Israël, effectivement, près de la frontière du Liban. Mais pour ceux voilà, qui ont envie de cette vie-là, de kibbutz, de nature, de petits villages, il y a des options absolument intéressantes avec un programme d'intégration aussi. Alors, tu parlais de Shlomi. Shlomi, c'est un ishuv assez connu dans la région. Bon, pour les francophones, pas forcément. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Parce que c'est un spot qui vaut le détour, je crois. Shlomi, j'ai eu la chance de le revisiter juste avant cette dernière confrontation avec l'Iran, cette dernière guerre. Quelques jours avant, j'étais là-bas. Ils m'ont fait visiter le nouveau programme qu'ils ont mis en place. Alors, c'est juste incroyable. C'est des villas. Ce qu'on appelle des cottagim en Israël. On peut avoir une maison flambant neuve, mais de très très haut niveau, de très haut standing, de 180 mètres carrés pour quelque chose comme 2 500 000 shekels, ce qui est à peine le prix d'un appartement en ville. Mais avec la vue sur mer d'un côté et la vue sur la nature de l'autre. Avec des écoles à l'intérieur du Yishuv, un Yishuv complètement sécurisé, donc on ne peut pas rentrer et sortir n'importe comment, donc pas de problème d'insécurité pour les enfants ou pour les maisons. Enfin, c'est juste un cadre paradisiaque et j'avoue que ça m'a fait un peu tilt dans la tête et que, effectivement, si j'en ai les moyens demain, je crois que c'est là-bas que j'achèterai ma maison parce que c'est tout bénef. On est à 10 minutes de Naharia, on est face à la mer, près de la nature, avec une ambiance familiale, sécurisée, enfin c'est sympa. Alors oui, je veux juste, bien sûr, répondre avant aux questions qu'on me pose souvent. On est sécurisé. On est à côté de la frontière du Liban. Ouh là là. Ça fait peur quand on ne vit pas ici, évidemment. On se demande, c'est normal. Je comprends et je ne vais pas chercher à lutter contre ces idées parce que oui, quand il y a une guerre avec le Liban, alors on a des alertes. Alors oui, les villages qui sont à 4-5 km de la frontière sont embêtés beaucoup plus souvent. Nous, à Naharia, du 7 octobre et pendant les 10-12 mois qui ont suivi, on a vécu tout à fait normalement. Franchement, on a eu quasiment pas d'alerte. Après l'affaire des beepers, ça a commencé à chauffer. On a eu des alertes. Mais réellement, honnêtement, on n'a pas été si touché que ça. Les endroits les plus dangereux dans le nord, effectivement, c'est Kiryat Shmona, Metula, qui sont, eux, dans ce qu'on appelle le doigt d'Israël, qui est vraiment encore plus au nord que oui, nous, bien sûr, au-dessus. et qui sont à flanc de Liban. Nous, on a une frontière naturelle qui est la montagne, qui empêche aussi le Liban de venir ou d'attaquer comme il le souhaite. Donc, on est plus sécurisé. Mais je veux quand même aussi dire quelque chose, c'est que si on regarde en dehors des guerres, on a 0 événement sécuritaire en Galilée. Il y a eu plus de problèmes sécuritaires, que ce soit des attentats, que ce soit des guerres ou autres, dans le centre ou dans le sud du pays, que dans la Galilée ou dans le nord.
Bon, alors on peut se poser quelques questions encore, à savoir si oui ou non, je pense à tous ceux qui sont en train de préparer leur alia ou qui ont envie, en tout cas qui pensent et qui ne savent pas du tout où atterrir. Alors justement, c'est l'été prochainement, on y arrive là. Est-ce qu'on peut passer des vacances à Naria, histoire de prendre la température? C'est une bonne idée. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, il y a- On il loue y a une plein de maison, on choses. va à l'hôtel, On a on le fait quoi? choix des hôtels. Il y a plusieurs hôtels très sympathiques de tout style, 3, 4 étoiles et plus, en nature ou en ville déjà, donc selon ce qu'on aime. On va pouvoir profiter de la plage qui est somptueuse, bien évidemment, de la ville avec ses restaurants, ses animations. On a des concerts en été, on a des concerts tous les 2 soirs à peu près gratuits en ville, avec plein d'activités pour les enfants, pour les adultes. Donc ça, c'est déjà une première chose. On peut profiter de la nature pour ceux qui sont un peu sportifs ou qui aiment se balader, même en voiture. On a toute la Galilée à visiter à l'intérieur. On a tout, bien sûr, les tombeaux des grands saints. On a Chevila Sanhedrin, qui est par exemple le chemin du Sanhedrin de l'époque. On peut revisiter. On peut faire la route des vins. Enfin, il y a 1 million de choses à faire dans la région si on veut passer des belles vacances. Et des vacances qui changent un petit peu, justement. Bien Pas sûr. toujours la même chose, hôtel, 5 étoiles, plage, et voilà. Alors, juste une question pour ceux qui sont plutôt religieux et pour ceux qui ne le sont pas du tout. Il y a de la cache-route, d'abord pour les religieux, à Naria et dans la région. Moi, je voudrais qu'on parle de la Galilée en général, hein, Oui, bien sûr. dans la Mais région, bien sûr. concernant Naria particulièrement, je rappelle que c'est quand même la ville de Rabbi David Abou Hatzera, qui est le petit-fils de Baba Saleh. Et donc, forcément, il y a une présence religieuse très importante à Naria, avec toutes les communautés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une ville où on va croiser tous les types de kippotes, y compris des gens sans kippa, bien sûr. Mais personne ne se regarde en chien de faïence. Tout le monde vit en parfaite harmonie. On a des haridim, on a des religieux sionistes, on a des gens pas religieux du tout. Il y a de tout. Il y a de tout. On a des yekim, les anciens allemands et roumains et hongrois qui ont créé la ville. Beaucoup de Marocains, une grosse alia marocaine dans les années 60. Donc vraiment, oui, on a une vie religieuse, particulièrement aussi la communauté française, qui est très structurée, avec 3 synagogues, un Beth Rabat francophone. Enfin, on a vraiment de quoi faire à ce niveau-là. Et pour ceux qui ne sont pas religieux, est-ce que, on va dire, la région, le conseil régional a pensé à eux pour un programme d'intégration un peu, pourquoi pas en kibbutz, par exemple? Dans chacune des villes, déjà, je veux dire qu'on soit religieux Oui, bien ou pas, sûr, on bien peut sûr. s'installer. Mais effectivement, il y a un programme spécial qui a été développé très récemment dans les kibbutzim du Nord par l'agence juive, le ministère de l'Intégration, et qui permet d'aller vivre en kibbutz. Alors, effectivement, ces kibbutz-là ne sont pas des kibbutz religieux, donc il y a assez rarement des synagogues à l'intérieur. Si on a vraiment une vie pratiquante au quotidien, c'est un peu compliqué. C'est pas le bon programme, mais pour les autres, ça peut être extraordinaire. C'est vraiment une expérience extraordinaire de vie. Moi, je conseille toujours d'atterrir dans une localité déjà bien structurée pour sa première ou ses 2 premières années d'Alia, afin de faire toutes les démarches administratives, d'apprendre l'hébreu correctement à l'Ulpan, de s'aguerrir à la vie israélienne. Et puis après, une fois qu'on est un petit peu, ça y est, on est bien dans ses baskets en tant qu'Israélien. Alors bifurquer sur des Ishuvim, des Moshavim ou des Kibbutzim, c'est juste le paradis au niveau de la qualité de vie. C'est l'avenir d'Israël, le Nord J'aimerais dire une chose qui est très importante. J'entends beaucoup de Français me dire « Ah mince, j'ai raté le train de Natania, de Ashdod, quand ils ont développé la ville. Mon cousin, il a acheté à 1, il a vendu à 7 ou à 8. J'ai raté tout ça, c'est fini pour moi. » Et il y a un train qui est en train d'arriver, qui est presque en gare et qui va vite repartir. Parce qu'aujourd'hui, ça va très très vite. Ce qui a pris 10 ans à l'époque à Natania ou à Ashdod pour obtenir des grosses augmentations de prix, aujourd'hui, ça prend 3 ans. Dès qu'un endroit se développe en Israël, en 3 ans, les prix commencent à augmenter. Donc c'est maintenant qu'il y a des très très belles affaires à faire en Galilée, des opportunités au niveau de l'immobilier, au niveau du professionnel aussi. Au niveau du travail aussi, bien sûr. Bon, je rappelle juste l'info que tu nous as donnée. Dans 1 an, Naria sera à 1 heure de Tel Aviv grâce au train électrifié. Incroyable, mais c'est la vérité. Donc apparemment, dans 4 ans, c'est fini, Naria. De très nombreux... Ce sera trop cher. De très nombreux Tel Aviviens ont déjà acheté un Naharia. Tu nous l'as dit. Il y a encore des programmes accessibles, mais il n'y a pas que Naharia. J'insiste. Oui, il y a toutes les villes dont tu nous as parlé autour. Carmiel, vraiment, il y a de quoi faire dans toute la région. Et je pense réellement, moi je l'ai vu au moment du Corona. Le moment où j'ai plus tellement eu besoin de convaincre les gens de la qualité de vie
qui était intéressant d'accéder à cette qualité de vie-là qu'on a, nous, en Galilée, c'est suite au Corona. Quand les gens se sont retrouvés enfermés dans des grandes villes, dans des grands immeubles, à pas Ils ont eu envie sortir, d'autre chose, ça c'est sûr. Ils ont compris que, bien sûr. Mais d'avoir toujours accès, bien sûr, aux administrations, aux magasins, à tout ça, et ben c'est ce qu'on a, c'est la qualité de vie qu'on a. Et je vous assure, on se sent au paradis en vacances quasiment tous les jours. Bon, Voilà. s'il y a des gens intéressés à faire un petit tour de la ville, est-ce que tu te portes volontaire pour les aider? Je fais ça tous les jours, donc avec grand plaisir, bien sûr. Okay. Puis c'est dans le sang, dans les gènes, donc avec plaisir, je ferai découvrir ma région. Et puis ils peuvent toujours contacter le site de l'Erklecha.org aussi, où on a. Il y a des infos aussi là-bas. Contacter directement, et bien sûr. Ok, bon alors merci beaucoup Harry, et puis on mettra tes coordonnées personnelles pour ceux qui ont envie, pourquoi pas, de découvrir Nahariya. Avec joie.